cette réunion au cours du voyage d'études que j'ai l'honneur et la joie de faire en Bretagne. Cette réunion est la seule populaire qui ait été prévue. Et je suis infiniment touché de votre présence à toutes et à tous à cette occasion. Dans l'immense transformation que notre pays est en train d'accomplir au cours de ce demi-siècle, une question s'est posée dont dépendait son destin. La nation tout entière, sur tout son territoire, dans toute sa population, serait-elle saisie par l'évolution mécanique, technique et industrielle moderne, ou bien limitant l'effort à certaines régions qui paraissaient s'y prêter le mieux, laisserait-elle les autres en arrière du progrès? Je puis dire aujourd'hui à Quimper que le choix est fait. Notre pays, qui au long des siècles est devenu ce qu'il est, par la réunion de provinces, dont chacune lui apportait ses ressources, son cœur, son esprit, sa valeur, est décidé à vivre ardemment sa vie moderne, non pas seulement dans telle ou telle contrée, mais partout où il est, la France, entre l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord, le bassin du Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées. Sa vie nouvelle, il veut notamment la vivre en Bretagne. Assurément, parmi les parties très diverses dont il se compose, celle-ci n'a jamais laissé, ne laisse pas, ne laissera pas d'avoir son caractère propre. Péninsule de notre hexagone, naturellement éloignée du centre, peuplée de Celtes, comme l'était jadis notre pays tout entier, mais dans les origines, mieux épargnée des invasions venues de Germanie, d'Italie, d'Ibérie, d'Angleterre, de Scandinavie, d'Afrique, marquée par le profond, le foncier attachement de ses habitants à leur terroir et à leurs traditions, la Bretagne, l'Armorique, n'en fait pas moins, depuis toujours, partie intégrante du corps et de l'âme de la France. Nulle part, plus qu'ici, on ne fut fidèle à la patrie. Par exemple, déjà, quand la flotte des Vénètes, aux prises avec celle des Romains dans le golfe du Morbihan, servait d'ultime recours à l'indépendance gauloise, ou quand du Guesclin, connétable du royaume, repoussait l'usurpateur anglais, ou quand nos reines bretonnes de France, Anne et Claude, en épousant nos rois, recélaient un éternel pilier de l'unité nationale, ou quand le Malouin
Cartier installait au Canada une fraction de notre peuple qui y est toujours, ou quand les Bretons du Gué-Trouin, Guichin, du Couédic, la Motte-Piquet, Surcouf commandaient sur toutes les mers, nos escadres alors victorieuses, ou quand Chateaubriand portait jusqu'à la cime la gloire émouvante de nos lettres. La Bretagne sacrifiait, par rapport à sa population, un pourcentage de soldats tués supérieur à la terrible moyenne française, ou quand, pendant la Résistance, elle menait plus ardemment que partout ailleurs le combat contre l'occupant, envoyait à la France libre le plus grand nombre relatif de ses soldats et de ses marins, fournissait au grand jour, notamment à Saint-Marcel, la plus glorieuse contribution à la libération du pays. Que de fois, pendant cette épreuve du courage et de la fidélité, je voulais dire aux hommes et aux femmes d'ici que ma pensée volait vers eux, comme il y a 105 ans l'écrivait à leurs ancêtres envers Breton, mon oncle Charles de Gaulle. Va Gorf, Zodachet, Mes, Davidor, Nisi Vasperet, Vela Labus Adenaskel, Niji, Da Gaut, Hevreder, Abel. Il est vrai que les conditions géographiques et humaines dans lesquelles vit la Bretagne ont fait longtemps qu'elle demeura mal accessible au changement, tant que le principal essor de notre développement se produisit autour de Paris, ou dans le Nord, ou dans l'Est, ou dans le bassin du Rhône. On pouvait se demander ce qu'il adviendrait finalement de cette province qui paraissait tenue à l'écart du progrès par son éloignement géographique et par ses propres habitudes. Pendant 150 ans, la vieille terre armoricaine, bien qu'elle comptât toujours, constamment, plus de berceaux que beaucoup d'autres, voyait nombre de ses enfants aller s'établir ailleurs parce que son économie semblait figée sous des formes immobiles. On comprend que récemment encore, pour ceux qui s'efforçaient de discerner son avenir, les nuages de l'inquiétude s'alourdissaient à l'horizon. Aujourd'hui, tout est changé. Le génie du renouveau touche la Bretagne à son tour. Du coup, comme le prouvent les résultats du dernier recensement, elle a cessé pour la première fois depuis des générations de voir partir de chez elle plus d'hommes qu'elle n'en met au monde. Car pour que la Bretagne joue un rôle digne d'elle dans l'ensemble français d'aujourd'hui et de demain, on sait maintenant
ce qu'il faut faire. On le veut, on l'a commencé. À partir de ce que furent ici, toujours, les activités traditionnelles, agricoles, industrielles, maritimes, les voici toutes en mouvement. Voici que la rénovation rurale est entreprise dans le Finistère, le Morbihan, les Côtes du Nord, l'Île-et-Vilaine, avec tout ce que cela comporte quant à l'agrandissement des exploitations, à la réduction de leur nombre, quant à la sélection des productions animales et végétales, quant à l'organisation des marchés. Voici qu'apparaît la vocation de cette province d'être en avant dans le domaine des industries alimentaires, que s'implantent de grandes usines nouvelles, notamment à Rennes, à Brest, à Nantes, que les activités de pointe électronique et informatique trouvent ici leur terre d'élection, que les chantiers navals se concentrent et prennent la tête en fait de modernisation, que la pêche s'adapte quant aux navires, quant aux ventes, quant aux conserveries, à la rude concurrence internationale. Voici qu'à tous les degrés, l'enseignement atteint un niveau excellent, en particulier au point de vue universitaire, grâce à de toutes neuves et imposantes facultés. Voici que les décisions sont prises pour que le Finistère soit rendu accessible aux pétroliers de 250 000 tonnes, pour que s'y installe en grand le raffinage des carburants, pour que Roscoff soit aménagé comme port modèle des primeurs, pour que Brest s'érige en capitale océanographique, pour que le réseau téléphonique soit développé par priorité, pour que les côtes bretonnes s'équipent en faveur des sports de la mer, pour que 2 routes à 4 voies pénètrent la péninsule jusqu'à Brest, son extrémité, l'une au nord, par Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, l'autre au sud, par Nantes, Vannes, Lorient, Quimper, pour que une route à 3 voies lui serve d'axe central par Loudéac et Carhaix. Voici enfin qu'en vertu de son incomparable situation atlantique, la Bretagne devient la base principale de notre puissance navale rénovée. Mais si, dans la mutation que notre temps requiert de toute la France, celle de la Bretagne porte une marque bretonne, c'est l'application de ce qui doit être désormais un principe de notre développement. Certes, pour notre pays, qui fut si souvent menacé et envahi sur chacune de ses frontières terrestres et maritimes, et à l'intérieur duquel ses adversaires cherchaient toujours à susciter des déchirements et des complicités, un pouvoir systématiquement centralisé dans tous les domaines, une politique constamment tendue vers le danger, une défense excluant tout ménagement et tout délai ont été bien longtemps
les conditions nécessaires de son unité. Mais il se trouve à présent que celle-ci est resserrée, pour ainsi dire, automatiquement par les éléments nouveaux de l'évolution moderne. Les communications rapides, les transformations, les transmissions instantanées, l'information partout répandue, le crédit généralisé. Il se trouve en même temps qu'à notre époque, où le progrès économique et social est essentiel pour chacun, c'est précisément l'unité française qui exige que certains membres du corps de la patrie n'aillent pas en dépérissant, tandis que d'autres se transforment. Il faut donc que soient mises en œuvre toutes les ressources matérielles et humaines de notre pays. Il faut que notre plan aménage l'action de l'État sur tout le territoire. Il faut que chaque région qui est qualifiée par son étendue et par sa valeur ait la volonté et reçoive les moyens de prendre la part qui lui revient dans l'ensemble de l'effort national. L'avènement de la région comme cadre nouveau de l'initiative, du conseil et de l'action pour tout ce qui touche localement à la vie pratique du pays. Voilà donc la grande réforme que nous devons apporter à la France pour que l'organe représentatif où dans chaque région seront délibérées les mesures qui la concernent soit directement lié aux réalités. Nous devons, sur la base de la participation de toutes les instances intéressées, le composer par la réunion d'élus des collectivités territoriales, conseils municipaux et conseils généraux, de délégués des diverses catégories économiques, sociales, universitaires et de députés à l'Assemblée nationale, pour que cette rénovation se réalise suivant les mêmes principes au plan de la nation comme au plan de la région. Nous devons transformer le Sénat afin qu'il associe dans la préparation des lois les mêmes sortes d'élus et les mêmes sortes de délégués avec leurs compétences et leurs responsabilités. Comme cette profonde réforme concerne l'organisation de nos pouvoirs publics dans tous les domaines, y compris celui de la Constitution, nous devons soumettre le projet au peuple qui, par la voie du référendum, en décidera souverainement. Et puisqu'il s'agit d'ouvrir la voie à une espérance nouvelle, nous le ferons au printemps. En raison du passé, du présent et de l'avenir, il est de toute justice que ce soit en Bretagne que je l'annonce à la France. Vive la République! Vive la République! Vive la France!
voyage, quelques-uns, je l'ai entendu, nous disaient libérer la Bretagne. Mais ils oublient que ça a été fait il y a quelques 25 ans. Nous l'avons fait avec beaucoup de bons Français et d'abord avec beaucoup de Bretons. Cela étant, chantons tous ensemble l'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est